Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence pour Confidence. Aujourd'hui, nous recevons la légende du football français. On pourrait même dire l'un des plus grands joueurs que la France ait connu. De Bruges au Bayern, en passant par Milan, il devient un grand nom du football français lors de sa carrière, notamment à l'Olympique de Marseille. Ici, à Marseille, de 1986 à 1992. Une période qui lui vaut un ballon d'or qui a marqué les esprits. Oui, c'est le seul Français en France à avoir eu le ballon d'or. Il est aujourd'hui entraîneur d'un club, d'un ami, Gérard Soler, à Chartres. Après avoir entraîné Strasbourg, Lens, la Berrichonne de Châteauroux, vous l'aurez peut-être deviné. Oui, vous l'avez deviné. Cet homme est un homme exceptionnel, avec un cœur incroyable, le grand joueur Jean-Pierre Papin. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de t'accueillir ici, un bonheur. La première confidence dans l'émission, c'est cette citation qui guide, j'allais dire un petit peu ta vie, qui te donne la niaque, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, ton moteur au quotidien. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est ça, Jean-Pierre? J'ai bien cherché en fait pour avoir ces citations parce que il y en a plusieurs qui auraient pu coller, mais en fait celle-là parce que je pense qu'elle est synonyme de volonté et de confiance. Et dans la vie, on en a besoin d'énormément. Volonté, confiance. Beaucoup de volonté, hein? Énormément de volonté. Toute ma carrière, quand j'ai débuté, j'avais cette volonté d'aller là où je voulais aller, c'est-à-dire être footballeur professionnel tout simplement. Et j'ai travaillé beaucoup pour ça et c'est vrai que cette volonté m'a permis d'arriver là où je voulais aller. Alors justement, tu es né, tu as grandi à Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Dis-nous comment vit ton petit garçon à Boulogne-sur-Mer? Alors, je suis né à Boulogne-sur-Mer. J'ai vécu toute ma jeunesse entre Maubeuge et Jeumont. Et comme j'avais des parents divorcés, c'était mon grand truc, c'était quand j'étais pas bien pendant une année, j'allais de l'autre côté, et vice-versa. C'est-à-dire que j'ai tout le temps été chamboulé quand j'étais petit. Mais autrement, on vit très bien dans le Nord. Moi, j'aime retourner dans ma région parce que les gens qu'on côtoie, ils sont pas comme les autres. Ton meilleur souvenir dans le Nord? Mon meilleur souvenir? Oui. Est-ce que tu as un souvenir particulier? J'ai pas de meilleur souvenir. J'ai vécu auprès de 10 ans avec ma grand-mère déjà, et c'était juste un vrai bonheur. On était à Maubeuge. Après, je suis parti avec ma maman à Jeumont, et c'est là où j'ai commencé à jouer au football. Mais non, ma vie, elle est belle. Elle est belle. Je me suis toujours bien plu dans le Nord, et j'ai toujours bien vécu. Voilà. Quand on parle de tremplin, pour toi, le tremplin, ça a été quoi? Le tremplin? Oui. Le tremplin, je pense que c'est l'année où je pars à Aliana Vichy. Raconte-nous. En fait, je commençais à marquer beaucoup de buts à Try-Saint-Léger, un petit club à côté de Valenciennes, dont mon père était entraîneur. Et je suis parti à Valenciennes parce que c'était le club de la région. Et là, j'ai marqué autant de buts, si ce n'est plus, parce qu'autour de moi, j'avais des joueurs qui étaient quand même bien plus confirmés. Et puis, on m'a proposé de signer aspirant. Aspirant, en fait, à l'époque, c'était... C'est un peu comme dans l'armée, non? Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'était le premier contrat, en fait, qui te liait à un club professionnel. Ouais. Aspirant, après c'est stagiaire, et après c'était pro. Et... entre-temps, sans le dire à mon père, j'avais passé le concours d'entrée à Aliana Vichy. Et quand j'ai eu cette proposition pour être aspirant, j'ai en même temps eu la confirmation que j'étais pris à Aliana Vichy. Et là, comme mon père n'était pas au courant, il a fallu que je lui dise que j'avais passé les épreuves. Et il m'a dit, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et j'avais souvenir de ma grand-mère qui m'avait dit, si tu écoutes ton père, tu n'y arriveras jamais. Et donc je suis parti. Et voilà. J'ai cassé le cordon en fait. J'ai cassé le cordon. Et alors il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment on passe en fait du Nord à l'Olympique de Marseille? Oh, il y a eu du chemin entre-temps. Il y a eu du chemin. À Vichy 3 ans, Valenciennes 1 année, Bruges 1 année, et après la rencontre avec le boss Bernard Tapie. Cette première année très compliquée à Marseille. Il y a eu la Coupe du Monde entre les deux, et puis après l'explosion dans cette magnifique équipe. Alors une période incroyable. 86-92. Tu viens de dire un mot important, je pense, pour Marseille, ici où on est, Bernard Tapie. Ouais. Alors cet homme, pour toi, représentait quoi? Mon père.
J'avais besoin, en fait, j'étais qu'un gamin, en fait, quand je suis arrivé. Même si j'avais des qualités, j'étais encore un gamin dans l'esprit. Et il me fallait quelqu'un qui sache me guider, en fait. Et très vite, en fait, Bernard, ça a été mon guide. Mais on était tous les deux comme un père et un fils. Un père et un fils. Alors, cette période, 86, 92, t'as démarré comment? Le milieu, c'était comment au milieu de ces années-là? Et puis, après, t'es parti. Alors, raconte-nous cette période, en fait. En fait, Marseille, ça a été une révélation. On m'avait toujours prévenu en me disant, attention, Marseille, c'est une ville compliquée. C'est un endroit où on peut se brûler les ailes. Mais c'est un endroit où si on aurait su, par contre, voilà, on est le roi du pétrole, quoi. Et ça a été compliqué au début parce que, avec mes qualités, je trichais pas. Je travaillais beaucoup, mais la première année, j'avais énormément eu d'occasions et je n'avais pas marqué beaucoup. Et donc, dans les tribunes, ça commençait un petit peu à chambrer, chose que je déteste. J'aime bien chambrer moi, mais j'aime pas me faire chambrer, comme certainement beaucoup de personnes. Et à la fin de cette première année, où on finit quand même second, on fait une année quand même relativement très impressionnante par rapport à une nouvelle équipe, on m'appelait j'en peux plus dans les tribunes. J'en peux plus. J'en peux plus. JPP, j'en peux plus. Et à la dernière interview à la Provence que j'ai fait, j'ai dit c'est la dernière fois qu'on m'appelle j'en peux plus. Et j'ai commencé à travailler différemment. Et j'ai fait travailler tous les jours. Je faisais 45 minutes de volée, 45 minutes de volée, 45 minutes de volée. Tu t'es réinventé un peu, non? Je me suis réinventé, en fait. Ouais. En fait, j'avais déjà cet instinct, parce que je pense que buteur, on est buteur ou on l'est pas. Mais j'ai tout peaufiné, en fait. J'ai tout changé, ma façon de travailler. J'en ai fait pendant 6 ans, 45 minutes tous les jours. Ah, c'est quand même important, ça. Ben, ça équivaut à peu près, j'ai essayé de calculer un petit peu, ça équivaut à avoir frappé 1 200 000 fois à l'entraînement. Oh, là, pour les experts du foot, ça va être impressionnant. Ouais, mais en fait, comme on est aujourd'hui dans un monde où on ne parle que par rapport aux stats. Les stats, c'est bien les stats, mais ça fait pas tout les stats. C'est juste avoir un regard sur ce qu'on peut faire, où on voudrait aller. Il y a des chiffres. Et les chiffres, en fait, il faut savoir les bousculer, quoi, je veux dire. Et moi, j'ai trouvé que le travail après l'entraînement pour performer. Et puis je m'apercevais, et en plus, bon, c'était facile parce que directement de l'entraînement, il y avait les matchs très rapidement, il y en avait beaucoup. Et quand je voyais que je m'entraînais beaucoup, je réduisais cet écart entre occasion et but. Jusqu'à temps qu'un jour, il y en ait une occasion, un but. Ce qui est arrivé très souvent dans énormément de matchs. Oui, quand on voit les stats. Alors, justement, tu parles de chiffres. Moi, j'ai envie de parler de dates. 1991, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est l'histoire de ce travail, en fait. C'est l'histoire de ce travail parce que petit, j'étais buteur. J'ai marqué énormément de buts dans toutes les équipes où j'ai joué. La révélation, c'était un peu Bruges. Et la révélation, c'était Bruges parce que à Valenciennes, l'année d'avant, en deuxième division, dans une équipe qu'on nous disait moyenne, mais on a quand même fini 5e du championnat avec une équipe de jeunes qui étaient arrivés d'endroits différents. Et j'avais quand même marqué 17 buts, ce qui était pas mal. Mais à Bruges, j'ai commencé à exploser à Bruges. À Bruges, c'était une équipe qui était très expérimentée, où il y avait 2-3 jeunes dont je faisais partie, et j'ai profité de cette expérience pour déjà commencer à exploser. Et Marseille, je suis arrivé, il y avait la Coupe du Monde, entre-temps il y avait la Coupe du Monde, donc tu as la chance d'aller avec cette grande équipe de France, avec des noms comme Platini, Giresse, Fernandez, Tigana, etc., etc., etc. Et quand tu arrives à Marseille, tu arrives presque en star déjà. Et en fait, j'étais une star qui ne m'avait rien montré du tout. Et en fait, la star, elle s'est un peu brûlée la première année. Et j'ai décidé de changer pour tout simplement essayer d'être bien meilleur. Et je suis devenu le meilleur. Alors j'ai la chance d'avoir 2 amis qui ont été justement les meilleurs, les Ballons d'Or, toi et Léo Messi. Mais toi, tu es le seul Français à l'avoir eu. Ouais, en France. En France, le seul. Bah, ça, c'est une grande fierté. Mais après, je me suis rappelé ce que m'ont dit les copains quand je suis arrivé. J'ai fait Marseille, si tu réussis, tu vas être là-bas. Mais en fait, j'ai jamais joué pour avoir ce Ballon d'Or. Moi, j'aurais préféré avoir un soulier d'or parce que mon rêve, c'était d'être un soulier d'or. Le Ballon d'Or, c'est un moment où tu t'aperçois que tu étais le meilleur joueur du monde, quoi, tout simplement. Et ça, c'est juste magique, quoi. C'est extraordinaire. Mais on s'en rend pas compte sur le coup. Non, je crois. Tu viens de dire un mot très important, monde. Coupe du Monde, 1986. Un rêve de gamin.
J'arrive dans une équipe que je connais à peine. J'ai une sélection au compteur. J'ai la chance d'avoir fait 3 semaines de préparation avec ces joueurs-là. Quelques buts dans les matchs amicaux de préparation. Et puis le grand début contre le Canada. Donc là, tu es titulaire. C'est plus la même chose, là. C'est plus la même chose. C'est un premier match de Coupe du Monde. Et voilà, il y a beaucoup de pression. Et peut-être un peu trop pour moi qui arrivait. Même si j'avais vécu de grandes choses, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Oui. Et l'équipe de France, le club, c'est pas la même chose non plus. C'est pas la même chose. Et puis... la Coupe du Monde, c'est le tournoi que tu rêves de jouer une fois dans ta vie quand t'es gamin. C'est ça. Tu dis voilà, c'est le. Donc, en fait, c'était pour toi l'aboutissement d'un rêve, quoi. Ouais. Moi, j'ai la chance parce que je pense que avec le recul, j'ai réalisé tous mes rêves. Et ça, je trouve que c'est un privilège dans la vie. C'est-à-dire quand t'es gamin, t'as certaines images qui t'arrivent, que t'aimerais bien, tu vois, et finalement, tu dis pour arriver là, il va falloir quand même ramer comme il faut, quoi. Et puis ça s'est fait tout naturellement, en travaillant, en jouant. En étant toi-même. Voilà, j'ai été moi-même. Je me suis pas changé. Le JPP qu'on connaît voilà, et qu'on aime. 6 ans plus tard, l'Euro 92. L'Euro 92, ça aurait dû être l'apothéose pour nous parce que on avait sincèrement, peut-être pas la meilleure équipe, mais une des meilleures équipes. Et puis, la machine s'est enrayée. Alors, comment l'expliquer, sincèrement, je ne sais pas. Mais la machine s'est enrayée et finalement, on n'est même pas passé au second tour. C'est le destin ? Ouais, j'aime bien ce mot, le destin. Ouais. C'est le destin. Oui. Alors, Jean-Pierre, tu es un joueur français et fier de l'être. Ouais. Mais tu as également excellé à l'international avec une expérience forte avec Berlusconi qui te voulait absolument, mais aussi au Bayern, les 2 plus grands clubs, j'allais dire, européens. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience internationale ? Sincèrement, c'est des pages importantes dans une carrière. Jouer dans ces clubs, c'est juste l'apothéose de tout. Milan, pour moi, c'est à l'époque le plus grand club. Et j'ai la chance de figurer dans cet effectif-là, qu'il y a 3-4 ballons d'or déjà à l'intérieur. Moi, j'arrive, je suis 5e. Rappelle-nous les noms de tes coéquipiers à l'époque. Ouais, tu avais du Van Basten, du Gullit, du Rijkaard, du Baresi, du Maldini, du Donadoni, du Massaro. Ils étaient tous internationaux. D'abord, on était tous internationaux. Des ballons d'or. Voilà, des ballons d'or. Ils avaient gagné 5-6 fois la Ligue des Champions. Voilà, c'est à l'époque le club qui... C'est le PSG d'aujourd'hui un peu, non ? Un peu. C'est le PSG, Real Madrid, c'est ce genre de club-là, quoi. Ouais. Et alors, un club, je crois, où tu n'es jamais allé, mais tu en as toujours parlé, et puis tu l'as beaucoup aimé, Manchester. Ouais. Manchester, parce que c'était le club de mon père. Lui ne voyait que par Manchester United. Et c'est vrai que j'avais dit un jour, si je peux aller, crois-moi, je ferai l'effort. Et j'ai failli, en fait. Quand j'étais au Bayern et que j'étais blessé, Eric Cantona m'a appelé un soir. Un grand joueur. Eric m'a appelé parce que nous, on était quand même tous les deux en équipe de France, on avait joué tous les deux à l'OM. Et un jour, il m'appelle, il me dit il faudrait que tu me rappelles, j'ai quelque chose à te dire. Donc j'étais parti déjeuner avec mon épouse, on revient, j'ai ce message, et je rappelle Eric, et il me dit Sir Alex voudrait qu'on refasse le duo qu'on avait en équipe de France et à l'OM, et même si tu es blessé, il voudrait te prendre, tu te soignes, et j'ai tout fait pour aller. Je suis allé voir les gens du Bayern, et ils ont jamais voulu me laisser partir. Même blessé, ils n'ont jamais voulu me laisser partir. Partir comme ça, la concurrence, dans ton club de cœur, ça c'est pas fait. JPP, mais c'est aussi la papinade. Ouais. Alors, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce qu'est la papinade ? La papinade, en fait, c'est la reprise de vol acrobatique. C'est Alain Pécheral qui a inventé ce mot lors d'un match contre le Racing, face à mon ami Olmeta. Oui. Et c'est sorti ce jour-là. Je ne me rappelle plus la date, mais c'est resté. C'est resté. T'es bordelais de cœur, moi je suis bordelais de naissance. Oui. Ton souvenir des Girondins de Bordeaux ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un combat aussi entre 2 présidents, Claude Bèze et puis... Mon époque OM, oui, bien sûr, parce que c'était 2 présidents. Franchement, j'ai connu les 2. C'était 2 très grands présidents avec des idées
Diamétralement opposées, c'est ça? Complètement différentes, mais qui avaient un point commun. Non seulement ils aimaient le football, mais ils aimaient leur club. Oui. Ils aimaient leur club. Ils auraient été capables de faire n'importe quoi pour leur club. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, on m'a toujours décrit Claude Bess, attention, tu vas voir, c'est quelqu'un de compliqué. Et en fait, je l'ai rencontré la première fois en équipe de France, parce qu'à un moment, il était l'intendant de l'équipe de France. Et en discutant avec lui, tu t'apercevais que c'était pas du tout l'homme qu'on décriait dans les journaux. C'est ça, voilà. C'est quelqu'un qui était foncièrement passionné et qui aimait le football. Et ça, moi, je respecte ça. Et le courant est très vite passé. Et malheureusement, il est décédé après et je suis allé au Girondin après pour finir ma carrière. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai eu le plaisir de te voir là-bas, hein, comme tu le sais. Ton meilleur souvenir au Girondin? C'est ces 2 années passées, en fait. Parce que ça avait été compliqué pour moi au Bayern. J'avais été gravement blessé. J'étais même pas sûr de pouvoir rejouer. Et les Girondins, via Roland Courbis, sont venus me chercher à Munich. Ça a mis 24 heures. Hein. Il m'a appelé la veille. Le lendemain, je suis allé voir Franz Beckenbauer. J'ai dit je veux pas rester parce que ça va plus, je m'entends pas avec certaines personnes et il faut que je m'en aille. Et c'était Montpellier ou Bordeaux. Ah oui. Il y avait même Marseille dans la boucle, mais ça Louis Nicolas compliqué. était aussi sur le coup. Ouais. Et j'ai parlé à Roland et c'est important de parler au coach. Et j'ai dit oui de suite. Le lendemain, Patrick Battiston est venu me chercher. Et je suis parti du Bayern comme ça. C'est parti. Et ma femme n'était pas là, elle était partie en vacances. Moi, je lui ai dit, on va à Bordeaux. Et là, depuis, tu habites Bordeaux, hein? Et depuis, j'habite Bordeaux. Voilà, j'habite Arcachon depuis. Exactement. Alors, moi j'ai une question, et je pense que tous les téléspectateurs l'ont aussi. C'est comment on passe de joueur à entraîneur? Il faut un peu de temps. Il faut pas y aller tout de suite, quoi. Hein. Non, je pense qu'il faut prendre le temps d'arrêter de jouer au football déjà. Et moi, quand j'ai arrêté, j'en pouvais plus en fait. Je commençais à avoir mal un petit peu partout, la cheville, le genou, c'était un peu compliqué. Mais j'ai joué encore 3 ans dans la région de Bordeaux, au Cap Ferret, en tant que joueur. Je crois que j'ai marqué 185 buts en 3 ans. C'était incroyable. Non, mais c'était magnifique, mais je me suis régalé. Mais j'ai joué à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai jamais pris des joueurs contre qui je jouais pour des pommes en fait. C'est-à-dire que j'ai joué comme Jean-Pierre Papin, il aurait joué à Bordeaux ou à Marseille ou à Milan, j'ai joué de la même manière. Et je crois que les gens ont beaucoup respecté ça. Et on est monté 3 fois de suite. Et la dernière année, j'ai commencé à passer mes diplômes. Ouais. Et j'ai passé après. Tu fais ça, c'est l'année du déclic un peu, non? C'est l'année du déclic. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est l'année du déclic. C'est l'année où tu dis je peux plus faire, mais je vais faire. Génial. Et ça, il y a de la transmission derrière ça. Alors moi, mon rêve quand j'étais entraîneur, c'est que je m'étais toujours dit je veux trouver le même que moi. Je veux trouver. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Mais tu vas le trouver. Je l'ai trouvé, je pense. Ah, tu l'as trouvé. J'espère. Alors, est-ce que ça a un lien justement avec ton expérience, avec un autre très grand joueur qui s'appelle Gérard Soler, que moi j'ai connu quand j'étais, comme on dit ici, minot, parce que je jouais dans l'équipe des jeunes quand lui jouait avec Bernard Lacombe, Albert Gemrich à gauche et lui à droite. Alors, comment cette expérience, tu la vis avec Gérard ? Et je le rappelle à tout le monde, le président de Chartres. La chance que j'ai avec Gérard, c'est qu'on parle le même langage. Ouais. On parle le même langage, c'est qu'entre nous, il n'y a personne. Donc, quand on a envie de se parler, on se parle directement. Et je pense que ça déjà, c'est énorme. Parce que dans ce milieu-là, en général, il y a toujours des intermédiaires, et les intermédiaires, et les intermédiaires. À un moment, quand tu parles, c'est jamais ce que tu veux dire en haut qui arrive. Là, quand on a besoin de se parler, on s'appelle, peut-être 10 fois par jour. Le club est à 5 minutes, donc quand on veut se voir, on se voit, c'est très simple. Mais après, voilà, c'est le football amateur, c'est complètement différent. Mais moi, je trouve que ça, c'est beau. C'est là que j'ai commencé, en fait. Et quelque part, si je dois en trouver un, c'est là que je vais le trouver. Tu dis c'est beau, tu viens de toucher ton cœur. Si je te dis Émilie. Émilie, c'est autre chose. Émilie, c'est d'abord, c'est ma fille. C'est ma fille, mais Émilie, c'est comment je vais décrire ça c'est le but de ma vie, quoi. Le but de ma vie, c'est que jusqu'au bout, on lui fasse faire le maximum de progrès. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu as 5 enfants. J'ai 5 enfants, ouais. Émilie compte beaucoup pour toi. Je dirais pas qu'elle compte plus que les autres, mais elle a besoin de plus que les autres. Ça, on le sait. La chance qu'on a, c'est d'avoir une famille qui fait bloc.
où les sœurs ont été très importantes dans l'amélioration du comportement d'Émilie. Et Émilie, il nous manque quelques mots. S'il y avait quelques mots, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Alors les quelques mots, depuis 4-5 ans, on a créé avec elle une sorte de langage des signes, à nous, personnel, où il y a 8 signes. Mais rien que le fait d'avoir ces 8 signes, ça nous change la vie. Parce qu'au moins, on peut communiquer. D'une manière ou d'une autre, on peut communiquer. Nous, on la connaît par cœur. On sait quand elle a besoin de ci, quand elle a besoin de ça. On sait. Mais quand elle, maintenant, elle vient, elle participe, elle nous montre, juste avec ses mains, nous, on sait que, voilà, la communication passe. Et ça n'a pas de prix. Non. Ça n'a pas de prix. JPP, portée numéro 9. 9 de cœur. Ouais, 9 de cœur. 9 de cœur, tout simple, parce que ce numéro, pour moi, il a été fétiche. Et de cœur, parce que si tu n'as pas de cœur quand tu essayes d'améliorer la vie de ces enfants-là, tu ne peux pas y arriver. C'est juste impossible. Il faut un grand cœur pour toutes les familles. Et les familles que nous, on connaît, qui sont adhérentes de l'association, celles qui ne le sont pas, mais que je rencontre très régulièrement, sincèrement, elles font un travail extraordinaire, avec un cœur gros comme ça. Alors justement, parle-nous de l'association. Ça va intéresser beaucoup les entrepreneurs et également ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Disons que l'association, d'abord c'est une loi 1901, ça veut dire que tous les bénéfices qu'on peut faire chaque année, ils sont redistribués. Nous, on a aujourd'hui le budget de fonctionnement, quand on compte tous les dons, tous les événements auxquels on participe, ceux qu'on organise. On n'en organise qu'un, c'est la cyclo, qui porte mon nom dans les Alpes. Mais autrement, tout ce qu'on peut avoir autour, ça équivaut à entre 100 et 150 000 euros par an. Et ces 150 000 euros là, moins la secrétaire, on le donne aux gens. Chaque année. Chaque année, on fait un don de 150 000 divisé par le nombre de familles qu'on a. Et on les aide à financer leur propre programme par rapport à leurs enfants. En fait, cette association prouve que tu es un homme qui veut être utile, qui veut défendre ses convictions. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se lancent. Et toi aussi, tu es un peu un entrepreneur dans l'âme, je pense, non ? Oui, parce que moi, j'ai besoin de faire des choses. Alors, moi aussi, je me suis lancé pas mal de fois. J'ai pas toujours réussi, mais même quand ça s'est mal passé, finalement, ça s'est bien passé parce que on arrive toujours à retomber sur ses pieds. Puis il faut servir de ce qu'on fait mal pour faire bien après. Et c'est arrivé. Donc il faut juste, en fait, je pense que la clé de beaucoup de choses, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire parce qu'on est sûr qu'avec ces gens-là, on va arriver à quelque chose. Alors, justement, tu es investisseur et tu es parti dans une entreprise comme Rematch, mais pas que d'ailleurs. Hein. Rematch, en fait, ils sont arrivés après Rematch. Au départ, on avait créé un truc qui s'appelait le plusbeaubut.com. Et les 3 premières années... C'est le foot amateur, c'est le sport amateur. Ouais, voilà. On élisait le plus beau but de l'année du football amateur. Et le vainqueur, je l'amenais au Stade de France, comme à l'époque j'étais président de la Coupe de France. J'arrivais avec une place et je l'invitais à la finale de la Coupe de France. Et c'était juste magique. Mais la Coupe de France, parce que je pense que c'est la coupe qui représente plus le football amateur. Ouais. C'est que le football amateur participe à la Coupe de France. Et permet à tout le monde. Et permet à tout le monde de pouvoir jouer quand on est professionnel. Et je me disais que c'était le bon endroit pour le vainqueur. Et puis Rematch est arrivé. Alors Rematch, ce qu'ils ont fait, ils ont simplifié le schéma. C'est-à-dire que nous, quand on était au plusbeaubut.com, il fallait avoir une caméra, il fallait rentrer à la maison, le mettre sur l'ordinateur. Compliqué, quoi. Oui, à l'époque, ça se faisait régulièrement. Ouais. Mais eux, ils sont arrivés et ils ont tout raccourci. C'est-à-dire que tu vas avec ton portable. Et moi, j'appelle ça la machine à remonter dans le temps. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais à partir du moment où tu filmes un match, que tu filmes une action, à partir du moment où tu appuies sur le bouton, l'appareil a déjà enregistré les 7 secondes d'avant. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Parce que quand tu vois la fin du but, en fait, tu vois le début du but. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve ça magique. C'est une belle innovation. Hein. Ah non, mais c'est extraordinaire. Et ces gamins-là, c'est des petits génies de l'informatique d'aujourd'hui. C'est des passionnés de football. Et leur vie, c'est ça, en fait. C'est participer à élire un but. Rematch, depuis, s'occupe de beaucoup plus de sports. Il y a le hand, il y a le basket, il y a le rugby.
Et finalement, c'est une entreprise qui est en train de grandir à vitesse grand V. Et ça, c'est génial parce que c'est parti de tellement de rien qu'aujourd'hui, moi, je me dis que ces gens-là ont fait que le sport amateur est à l'honneur. Et moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'on voit, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on doit voir différemment, mais quand on est professionnel, on doit juste se rappeler qu'à un moment dans sa vie, on a été amateur. Alors justement, Jean-Pierre, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un joueur que tu as accompagné, un joueur que tu avais peut-être découvert comme le futur JPP. J'espère pour lui parce que... Décris-le-nous un peu. C'est un gamin qui réfléchit pas quand il joue au football, c'est qu'il est spontané, il est jeune, il a faim et il a les qualités qui font que ça peut être un très très bon. Il est avant-centre ? Et il est avant-centre. Je pense que tu l'as entre les mains. Tu ne veux pas nous dire son nom, faut pas qu'il soit piqué tout de suite. Non, mais de toute façon, je sais qu'il va être très très courtisé dans les prochains mois. Mais il n'est pas prêt aujourd'hui, donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut qu'il s'aguerrisse un peu. Mais j'y crois beaucoup, j'y crois beaucoup. Mais la chance, c'est qu'il soit accompagné par toi. Oui, mais ce serait moi, ou un autre, peu importe. Mais moi, j'ai cette expérience que je peux lui donner. Et puis tu sais donner surtout. Ouais, et puis j'aime donner surtout. Tu aimes donner. Tu aimes donner. Alors, je vais te donner quelques noms. Tu vas me dire ce qu'ils représentent pour toi, des qualificatifs, des mots, ce qui te passe par le cœur, mon cher Jean-Pierre. Michel Platini. Mon idole. Zinedine Zidane. Mon pote. Kylian Mbappé, mon pote. Je pense que le futur du foot français. Lionel Messi. Un artiste. Chris Waddle. Un ami. Pelé. Une légende. Abedi Pelé. Un autre ami. Celui qui était dans cette équipe du Brésil incroyable. Carlos Moser. Un seigneur. Franz Beckenbauer. Un Kaiser. Et puis un copain commun. Un copain commun. Pascal Olmeta. Ah, Pascal, c'est mon frère. Voilà. J'ai envie de finir aussi avec un peu d'humour, parce qu'on se marre sur ce plateau et c'est important. Une France qui rit, c'est une France qui va bien. Ouais. Tu fais partie de ceux qui ont eu l'honneur, la chance, d'avoir une marionnette au Guignol. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait pour toi ? Mal. Pourquoi? Ah, ok. Reviens, JPP. Attends? Reviens. Mal et bien, en fait. Mal parce que je ne l'ai pas bien vécu du tout, surtout au départ. Après, quand ils ont su qu'on avait des soucis avec notre fille, ils ont changé un petit peu la marionnette. Et ça a été un peu plus sympa. Alors aujourd'hui, sincèrement, j'ai toutes les vidéos, toutes les cassettes, tous les DVD. Les collectors, là. Ah, mais j'ai tout collector des marionnettes parce que je peux pas ne pas les garder. Je peux pas ne pas les regarder, j'aime bien les regarder en fait. Et en fait, même si aujourd'hui elles y sont plus, moi je suis content qu'elles y soient plus parce que ça fait moins de mal à certaines personnes. Mais moi, ces marionnettes, elles m'ont donné la notoriété supplémentaire. Je pense aussi. Oui, mais j'en suis persuadé aujourd'hui. Mais elle m'a donné la notoriété et je les remercie pour ça. Pas pour ce qu'ils ont fait au départ, mais pour ça, je les remercie. T'es passé de joueur à entraîneur, entrepreneur aussi ? Ouais. Comment on passe de joueur à entrepreneur ? Ça peut se faire même quand on est joueur. Oui. Tu y avais mais pensé, toi, à cette époque-là ? Sincèrement, je pensais pas trop. Je pensais pas trop à ce que je ferais après. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands entrepreneurs, notamment un des plus grands qui était Bernard Tapie. Mais Qui avait même fait une émission Entreprendre sur TF1. oui, je sais. Mais en fait, on n'a jamais eu le temps de se parler de ça. On n'a jamais eu le temps de se parler. Comme on était omnibulé par le football, on a toujours, quand on s'est rencontrés, parlé foot ou extra-foot, vie privée, etc. Mais en fait, quand tu regardes bien, on n'a jamais parlé entreprendre. C'est venu comme ça. Ouais, c'est venu comme ça. Et puis, là aussi, il y a besoin, à un moment, il y a besoin de faire des choses qu'on a envie de faire. De découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, le monde C'est de l'instinct ? l'entreprise... Oui. Ouais, alors l'instinct, ça te sert dans l'entreprise. Mais encore une fois, la devise que j'ai dit au départ, cette citation, elle est
parce que sincèrement, ça représente bien l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu as envie d'y aller, il faut y aller. Il faut trouver un moyen d'y aller. Et que quand tu n'y vas pas, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Donc, il ne faut pas y aller. C'est ça. Alors, trouver une excuse, ouais, c'est dans la citation, c'est trouver une excuse. Mais il y a tellement de gens qui trouvent des excuses pour pas aller quelque part que moi, je préfère aller de l'autre côté. Toi qui aimes l'égalité, qui a beaucoup de liberté, j'ai envie de dire presque aux téléspectateurs, liberté, égalité, investissez, parce que tu es devenu investisseur. Alors justement, Jean-Pierre, face à cette caméra, les yeux dans les yeux, face à la caméra, pour conclure cette émission, as-tu envie de délivrer un message aux entrepreneurs français et à ceux qui peuvent le devenir? Parce qu'il y a toujours la peur, il y a toujours le manque de confiance. Oui, mais ça, et justement, toi, tu as créé cette génération. Hashtag même pas peur. Tu as toujours eu confiance, même quand ça allait pas, même quand tu étais blessé. Tu t'es couché peut-être 7 fois, tu t'es relevé 8 fois. Oui. Tu n'as jamais lâché. Non, j'ai jamais lâché parce que je suis fait comme ça, en fait. Je suis fait, moi, de ce fer-là que pour m'abattre, c'est très compliqué, quoi. Je me relève tout le temps. C'est comme tu le disais, je me relève tout le temps. Impossible n'est pas Papin. Oui, c'est un peu ça, mais à un moment, ça a ses limites aussi. Donc moi, je pense qu'il faut aller quand on a envie d'aller, mais je pense qu'il faut mettre autour de soi les gens les meilleurs possibles. Les amis, quelquefois, il faut savoir les mettre de côté, parce que c'est très, très compliqué de faire affaire avec des amis. Je l'ai vécu ça, donc ça je peux en témoigner. Mais je pense qu'il faut avoir envie et avoir confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et après, avoir les bonnes personnes autour de soi. Bien entouré. Il faut être entouré de la meilleure des manières. Confiance, bien entouré. C'est pas mal comme valeur. Mais c'est bien toi. En tout cas, ce sourire légendaire, cette classe, j'allais dire internationale, 1000 fois merci avec pour plaisir. avoir été avec nous dans cet entretien. Avec grand plaisir. Confidence pour confidence, spécial Jean-Pierre Papin, spécial première de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.